Bonjour à tous, bonjour à toutes. À quoi ressemblera la mobilité demain? On se pose souvent cette question sur ce plateau. Eh bien, le salon Ever Monaco se la pose aussi chaque année depuis 2006. Nous y étions il y a quelques jours. Tour d'horizon des véhicules que nous allons bientôt utiliser. Bienvenue dans En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. Des petites voitures électriques, des pelleteuses zéro émission, des engins volants grand luxe au salon Ever Monaco mi-mai. On a dessiné le futur du transport et un futur du transport très green. Julien Bonnet, bonjour. Bonjour. Journaliste automobile BFM Business. Alors tu étais sur place et la transition écologique, eh bien, elle est partout sur ce salon. Oui, c'était la première fois que je participais à ce salon qui se tient tout de même donc, chaque année depuis 2006, comme tu l'as rappelé, donc depuis une période où finalement on parlait peut-être pas autant De voitures électriques, de Complètement. déplacements green. Non, c'est ça, donc un salon qui était assez précurseur en fait. Et donc l'objectif, ça reste chaque année de réunir dans la principauté les dernières innovations liées à la mobilité. Donc un salon très en route pour demain, avec des modes de déplacement très variés. Une des thématiques fortes cette année, c'était justement alors les engins lourds qui passent aussi à l'électrique. Oui, donc Volvo Trucks était présent, hein. On a retrouvé le FMX Qu'on avait essayé. voilà, qu'on avait essayé l'an dernier au Mans. Donc pour rappel, hein, donc un poids lourd, hein, donc 44 tonnes, hein, sa capacité totale de roulage, qui peut disposer d'architectures différentes, hein, selon les besoins. On peut mettre en gros entre 2 et 6 batteries 90 kWh. Donc on peut arriver donc, entre 180 et 540 kWh. Donc pour ceux qui ont plus l'habitude des voitures électriques, on va dire traditionnelles, c'est juste énorme en termes de capacité. Bon, faut dire qu'il y a aussi beaucoup de poids à tirer, donc on arrivera à seulement 300 km d'autonomie, mais ça peut répondre quand même à certains besoins qui émergent. Dans les villes, peut-être des transports un peu moyenne distance. Voilà, exactement. Mais la nouveauté, donc après les poids lourds, c'était de découvrir donc les engins de chantier, notamment avec des pelleteuses 100% électriques, donc dont un petit modèle qui a pu tester le Prince Albert lors de sa visite, qu'on voit apparaître à l'écran pour ceux qui nous regardent à la télévision. Donc vraiment un petit modèle de pelleteuse, pardon, donc 1,9 tonnes. Donc moi j'étais un peu jaloux parce que j'ai pas eu la chance, voilà, comme le Prince D'essayer Albert, la pelleteuse. Bon. voilà, Année d'essayer prochaine, on prend la des... pelleteuse, mais j'ai quand même pu assister à une démonstration de pêche au canard assez originale, hein, parce que ça montrait vraiment la manière dont le bras en fait de cette pelleteuse il était capable de saisir un objet vraiment avec beaucoup de précision pour le relâcher dans la mare d'à côté. Donc ça c'est pas une utilisation qui sera effective, mais c'est vraiment une démonstration juste comme ça pour le sport. Et ce qui est impressionnant en fait, c'est de voir ces engins fonctionner dans un silence total, hein, Oui, donc, c'est ça, en termes de bruit, quand on pense au bruit des chantiers en ville, c'est vraiment aussi une amélioration en termes de pollution, mais de pollution sonore aussi. voilà, c'est ce que m'a expliqué Volvo Trucks, hein, c'est que finalement la motivation à la base, c'est de réduire les émissions de CO2 et de polluants en général, donc de passer à l'électrique, mais finalement qu'ils ont constaté, hein, en proposant ces premiers engins sur les chantiers, en fait, qu'il y a un énorme confort, à la fois pour les riverains d'un Et chantier. pour les gens qui y travaillent. Voilà, et pour les gens qui y travaillent, en fait, finalement, c'est bête à dire, mais l'opérateur qui est dans une pelleteuse ou n'importe quel engin de chantier, en général, il a un bruit de moteur diesel assez assourdissant. Et donc, si quelqu'un va lui donner une consigne, il a le casque anti-bruit, il faut qu'il coupe le contact, qu'il retire le casque anti-bruit. Alors que là, finalement, les opérateurs sur un chantier ont constaté qu'ils se parlaient beaucoup plus facilement. Et puis, j'en ai parlé aussi avec des Français, hein, qui développent une pelleteuse d'un autre gabarit, une pelleteuse de 11 tonnes, capable de soulever jusqu'à 5 tonnes. Donc, c'est les Français de Mekala qui sont basés à côté du lac d'Annecy. Et donc là, même chose, hein, donc on retrouve une énorme batterie, 150 kWh, et eux voient vraiment un intérêt à l'utilisation de ces nouveaux engins de chantier. Bon, alors le problème, c'est comme pour les voitures, comme pour les voitures électriques, c'est le coût d'acquisition de ces engins. Oui, alors en général, les professionnels restent assez mystérieux sur le prix final d'acquisition, mais on peut estimer que c'est entre 2 et 3 fois le coût d'un équivalent diesel. Mais finalement, les constructeurs, ils y croient quand même, avec les mêmes arguments avec les constructeurs automobiles sur les voitures particulières. C'est-à-dire que finalement, c'est à l'usage qu'on va trouver aussi des économies de coûts. Et surtout, de toute façon, on n'aura pas le choix, parce que pour avoir des chantiers dans les ZFE, il faudra montrer patte blanche, hein. C'est déjà le cas sur certains chantiers où il faut afficher finalement le bilan carbone des véhicules qui vont être utilisés. Et sur la pelleteuse de Mekala, on me parlait par exemple aussi d'une amélioration de la durée d'utilisation. C'est-à-dire que sur une pelleteuse diesel, on va l'utiliser en général 12 000 heures, hein, sur sa durée de vie principale, alors que sur la version électrique, on pourrait atteindre 18 000 heures. Alors sur ce salon, on avait donc des engins énormes, on avait aussi des toutes petites voitures et la petite Circle là, qu'on connaît bien ici à BFM Business.
Business et En route pour demain. Oui, on adore suivre l'avancée de ce petit modèle de place, qui est le digne successeur d'Autolib et de toutes les déclinaisons un peu partout en Petite France. voiture d'autopartage Voilà. pour les villes. Exactement, donc on rappelle le concept, un petit véhicule de place dédié uniquement à l'autopartage. Et finalement, comme l'était la Blue Car de Bolloré, alors que là, on voit que les successeurs de l'autopartage, ils reprennent plutôt des voitures de série, des Renault Zoé, des Dacia Spring ou des Peugeot i208. Mais là, c'est vraiment l'idée d'avoir un cahier des charges optimisé pour cette utilisation en autopartage, un peu comme les trottinettes qui étaient avec renforcé pour une utilisation très soutenue dans ce cadre-là. Et donc, ça y est, elle roule, on peut dire, puisque j'ai pu rouler à bord. Et donc, c'était sympa d'avoir les premières sensations de conduite. Donc, au niveau de l'accélération, du freinage, j'ai trouvé ça plutôt bon, même si ça reste un peu archaïque, mais ça se veut aussi à bas coût. Donc, il faut prendre ça en compte. La petite nouveauté, c'est que nous, le modèle qu'on avait découvert, il y avait le smartphone qu'on pouvait mettre dans le volant, mais ça a été supprimé parce que finalement, le risque, c'était d'avoir déclenchement de l'airbag et se retrouver avec son téléphone. Avec son smartphone dans le nez, c'était pas dans le nez, c'était pas forcément terrible. optimisé. Et après, non, ce qui m'a surpris, c'était plus la direction que j'ai trouvée très dure. Mais ça, on m'a expliqué qu'ils sont en train de travailler sur la direction assistée qui n'était pas encore présente. Donc, on va dire, je me suis fait un peu les bras à Monaco à bord de la Circle. Et sinon, la prochaine étape, c'est de développer ce qui sera au cœur aussi du système Circle, c'est de proposer en fait le battery swap, donc l'échange de batterie. Cette voiture, elle se rechargera pas. Ce seront des opérateurs qui l'exploiteront dans les différentes villes qui se chargeront avec une opération assez simple de changer la batterie qui sera relativement simple à changer. Et donc, début du service toujours prévu en début d'année prochaine à Paris ou peut-être à Monaco, du coup. Du coup, tu as aussi pu découvrir un petit cyclomoteur made in France avec un gyrophare. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau de ce salon. Oui, alors j'étais avec Essia Lacroix qui a tourné donc les images qu'on peut voir en télé et on a été attiré à un moment par un gyrophare et en fait on pensait que ça viendrait d'une voiture comme on en a l'habitude et non, ça venait d'un petit cyclomoteur qui ressemble d'ailleurs presque à un vélo tout-terrain à assistance électrique et donc il est développé par les Français de Hitrix qui sont basés à Brassac-les-Mines près de Clermont et qui garantissent donc un vélo quasi 100% made in France. Donc j'en parlais avec un des responsables de l'entreprise, il travaille vraiment à aller de plus en plus vers le Made in France 100%, avec les défis qu'on sait, donc notamment autour de la batterie. Mais ce petit modèle tout-terrain haut de gamme, il vient donc de décrocher des contrats pour équiper des équipes de police municipale et de gendarmerie, d'où ce petit gyrophare qui était présent sur le salon. Et donc dans plusieurs villes, vous pourrez bientôt les voir circuler, à Issoire dans le Puy-de-Dôme, Clichy en région parisienne ou encore la Grande Motte dans l'Hérault. Eh bien, on guettera les petits gyrophares. Merci beaucoup, Julien Bonnet. Tu restes avec moi. On accueille tout de suite nos invités. BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'invité. Comment la mobilité a évolué depuis plus de 15 ans, c'est ce que nous allons voir avec nos invités, notamment avec vous, Ariane Favaloro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire général du salon Ever Monaco, donc vous avez quand même une vision, un certain recul sur cette électromobilité dont vous parlez depuis 2006 et qui s'est beaucoup plus répandue ces dernières années. Et à vos côtés, nous retrouvons Georges Husny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement commercial au sein du cabinet LCP Data. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Ariane, je vous le disais à l'instant, ça fait 17 ans maintenant qu'Ever Monaco, à Ever, vous regardez, vous croyez en cette mobilité électrique. C'est devenu une mobilité grand public aujourd'hui ? Oui, quand même, par rapport à avant, c'est vrai que les gens s'intéressent de plus en plus à la mobilité sous toutes ses formes, parce qu'on ne parle pas que de voitures comme a pu le voir Julien sur place, mais toute forme de mobilité, les deux roues, même les camions, les véhicules, les poids lourds, l'aéronautique. Donc effectivement, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus de monde, et notamment aussi chez nous, Monaco, c'est vraiment le gouvernement fait tout ce qu'il faut pour que... C'est une sorte de laboratoire, en fait. Monaco, on parle souvent de Paris, mais finalement, Monaco, c'est aussi un autre laboratoire. Oui, c'est un beau laboratoire, parce que vraiment, tout est fait à tous les niveaux pour que cela fonctionne et que les gens puissent s'équiper à l'électrique ou l'hybride et pouvoir aller vers ces mobilités. Georges, on a atteint une certaine maturité pour la voiture électrique, parce que certes, à Monaco, on a peut-être un peu plus de moyens qu'ailleurs pour pouvoir s'acheter des véhicules électriques, et puis c'est petit, ça s'y prête bien, mais au global, en France, aujourd'hui, la mobilité électrique, c'est une technologie mature ? Alors, je ne dirais pas que la technologie est encore mature. Il y a énormément d'acteurs, et comme tout secteur,
ça va se réduire dans un entonnoir et on va arriver à une meilleure maturité. Mais il y a un cap qui a été franchi donc en France, on peut le rappeler, donc 100 000 bornes de recharge publiques. C'était il y a quelques semaines. C'était il y a quelques semaines, exactement. Donc c'est un premier palier, c'est une belle première étape, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Chez LCP Delta, on estime, on fait des prévisions sur le marché de la mobilité, et donc les bornes de recharge publique, on estime leur installation à 600 000 d'ici 2030. Et cette estimation est au-dessus de celle que le gouvernement a donnée. Oui, 400 000 en 2030, exactement. C'était l'objectif, le nouvel objectif. Exactement. Et ça va être important d'atteindre quand même ces 600 000. Pourquoi ? Parce qu'il y aura 12 millions de véhicules électriques en circulation en 2030. 12 millions, ça paraît fou parce que Julien nous en parlait encore dans une émission précédente. On pense au prix, ça coûte quand même encore très cher. Une voiture électrique, même une moto électrique, on est quand même sur des prix assez importants. C'est vrai, c'est le frein primaire de l'essor, on va dire, de ce marché. Mais on doit y arriver. Et l'État a donc dit qu'en 2035, ils aimeraient que 100% des ventes de voitures soient électriques. Donc c'est pour ça que ça va aller vite. Nos voisins vont très vite aussi. Donc il ne faut pas être conservateur. Ce chiffre est atteignable. C'est un challenge, mais il faut y arriver. Et justement, Ariane, peut-être, vous, comment vous avez vu un peu évoluer ça ces dernières années pour aller vers cet objectif 2035 100% électrique comment vous voyez un peu évoluer la perception sur cette adoption massive de la voiture Quand électrique? ça a commencé en 2006, on avait plus de prototypes que de vraiment des véhicules qui pouvaient rouler, être immatriculés. On se posait des questions sur l'alternative au pétrole. On ne parlait pas de gaz à émission de gaz à effet de serre. Voilà, on ne parlait pas de CO2. Il y avait un peu des Géo-Trouve-Tout qui essayaient un peu de trouver... on faisait des tests avec des prototypes hybrides diesel. C'est vrai qu'on avait la Toyota Prius aussi qui testait différents, comme le GPL, différents alternatives, voilà. Thermique, ouais. Après, c'est vrai qu'on avait j'appelle ça des Géo-Trouve-Tout qui essayaient de transformer des véhicules thermiques en véhicules électriques avec différents types de batteries. Puis on essayait de trouver de nouvelles énergies pour voir ce qui allait pouvoir être fait. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'on a vu l'arrivée de véhicules chez différents constructeurs. Et même maintenant, moi, ce que je trouve cette année, c'est vraiment des nouveaux constructeurs. Je ne sais pas si vous avez vu, comme VinFast, Eve Motors, Circle. Vraiment des nouveautés. Et puis c'est vrai que maintenant, tous les constructeurs sont là-dedans. Hein. Je veux dire, c'est... Et après, maintenant, on voit effectivement qu'on n'est plus dans le domaine que de la mobilité. Il y a tout ce qui est terre, mer. Voilà, il y a différents types de mobilité qui arrivent. Ouais, il y a une statistique intéressante aussi qui a été analysée donc, sur l'Europe. Je veux parler des poids lourds électriques. Ouais. Donc les poids lourds représentent 2% de la flotte des véhicules qui circulent sur le territoire européen. Ces 2% représentent 20% des émissions de gaz à effet de serre sur le transport, au niveau du transport. Donc on voit x10 entre le nombre de véhicules et l'influence sur le climat. Exactement. Donc ça nous montre encore une fois qu'il faut agir vite si on veut vraiment atteindre ces objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Mais là, on peut électrifier, selon vous, ces camions où il faut passer par du train, de l'hydrogène et puis peut-être en local du véhicule électrique pour des livraisons en ville? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut un mix de tout. Ce qui est important à noter, c'est que ce domaine-là, de l'électrification des véhicules, pour le moment, c'est vraiment les innovateurs sont les équipementiers d'origine, donc les fabricants. L'État n'a pas encore, on va dire, trop mis l'accent sur des évolutions réglementaires sur ce secteur-là. Et donc ça peut être potentiellement la prochaine étape, justement d'avoir une réglementation qui impose davantage de contraintes au secteur routier, et puis au niveau des aides aussi à mettre en place peut-être pour permettre aux différents transporteurs d'évoluer. Absolument. Oui, tout à fait. C'est ce qui se passe d'ailleurs, même en principauté. En principauté, il y a des aides justement pour passer pour des camions, des bus. Ils sont en train d'y venir, et que ce soit pour les poids lourds, les véhicules utilitaires et même les engins de construction. Enfin, c'est à l'étude parce qu'on voit bien que
Puis dans un petit pays de kilomètres carrés, le bruit... Oui, vous êtes obligé de le réduire de Voilà, encore donc plus. c'est vrai que oui, on travaille j'y travaille dans tous les domaines. C'est quoi l'étape d'après, Ariane? Parce que vous nous disiez en 2006, on était Géo trouve tout de la voiture électrique, on testait différentes technos. Aujourd'hui, vous voyez arriver quoi? C'est l'hydrogène, c'est peut-être différentes technologies de batterie. Que vous proposent les inventeurs qui veulent venir exposer à Ever Monaco? On avait un village de start-up cette année aussi, avec beaucoup de projets. Moi, je les appelle les Géo trouve tout, parce que c'est vrai qu'ils ont de l'ambition, ils y croient, et c'est bien. Mais c'est vrai que, voir un peu les alternatives, l'hydrogène, puis moi, je dirais déjà que tout le monde essaye de s'équiper avec un véhicule aussi électrique, hein, parce que c'est pas... Ça progresse, mais on n'y est pas encore. Alors peut-être un peu de perspective encore, Voilà. donc sur ces 100 Oui, 000... genre donc, sur l'hydrogène, justement. Oui, alors, sur l'hydrogène, c'est sûr que c'est un marché en plein essor. L'électrification va donc contribuer à cet essor de l'hydrogène, parce que l'hydrogène est produite par l'électricité. La France va être parmi les premiers pays à vraiment innover à cause donc de cette histoire nucléaire. Mais juste pour revenir donc sur les véhicules électriques, moi je vous donne 100 000 bornes de recharge publique. Ça représente seulement 10% des bornes de recharge pour véhicules électriques installés sur le territoire français. Donc la plupart sont des bornes dites intelligentes, installées chez le particulier ou dans le monde du travail. Donc si on veut effectivement continuer à voir l'essor de ce marché-là, il y a le photovoltaïque qui va grandement contribuer aux recharges de ces véhicules, grâce justement à l'interopérabilité et à la Peut-être ces connexion. panneaux solaires qu'on met aujourd'hui sur les parkings où on est obligé de les Tout à fait. installer Par exemple. pour pouvoir... Exactement, ou chez les particuliers. Ces panneaux solaires qui rechargeront les batteries. On parle maintenant aujourd'hui de tarifs d'électricité intelligents, donc on est encore bien entendu au début, mais les fournisseurs d'énergie vont avoir un rôle très important à jouer aussi pour pouvoir proposer des tarifs intelligents, donc recharger les batteries lorsque l'électricité est moins chère. Et vraiment mettre en place finalement ce smart grid dont on a Exactement. beaucoup Bah oui, parlé faut- entre faut... voitures et entre schéma global électrique. Merci beaucoup Ariane Favolaro, merci Merci. Jean-Justini d'avoir été avec nous aujourd'hui. On reste encore un peu à Ever Monaco, Ariane, puisque Oui. sur le salon Essial Aqua nous emmène découvrir l'Ilium. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'essai. Aujourd'hui, on est au salon Ever Monaco, un événement dédié aux mobilités durables. Et on est avec Lilium, c'est l'une des entreprises les plus avancées dans le développement d'eVTOL. Mais la spécificité de Lilium, c'est qu'elle a développé une version VIP de son Lilium Jet, dédiée au voyage d'affaires. On va découvrir tout ça. Avec son apparence futuriste et élégante, le Lilium Jet, produit par la société allemande Lilium, veut révolutionner le secteur du transport aérien pour les très courts trajets. Paul-Franck Bijoux, vice-président business développement chez Lilium. C'est un avion qui a la particularité de pouvoir décoller verticalement et atterrir verticalement et après qui vole comme un avion. Donc il a 2 ailes fixes, mais simplement les moteurs là, ils tiltent à 90 degrés et ils se soulèvent comme une navette spatiale et après il part en vol. Et il a la particularité d'être entièrement électrique et qui dit électrique dit zéro émission en vol. Ça, c'est le gros avantage de l'appareil en question. Le Lilium Jet est équipé d'une cabine spacieuse qui peut transporter jusqu'à 6 passagers ainsi qu'un pilote. Et c'est l'équipement mis à disposition dans la cabine qui ne sera pas le même entre la version normale et la version VIP. La version normale et la version VIP, comme vous dites, c'est exactement le même avion. La seule chose qui change, c'est l'aménagement intérieur de la cabine. Aucun autre élément technique change sur l'avion. Quand vous entrez dans la cabine, la configuration VIP, donc ça on va dire que c'est la configuration qui fait rêver, avec un club 4, avec des tables au milieu où vous pouvez travailler, jouer, échanger, etc. Et à l'arrière, vous avez un compartiment bagage, on va dire relativement normal, comme si c'était une sorte de très grosse limousine si vous voulez. À terme, Lilium voudrait toucher le grand public, mais préfère commencer par se concentrer sur les voyages d'affaires. Pourquoi est-ce qu'on fait une version VIP? C'est simplement parce qu'au début, certains VIP se décident très rapidement et ça permet de commencer plus tôt. Et quand on commence à voir une sorte de navette spatiale comme le Lilium Jet dans les airs, eh bien, tout le monde s'habitue et après le grand public se dit moi aussi j'ai envie de voler et du coup c'est un effet d'enchaînement on va dire.
Entre un partenariat avec le leader mondial des voyages en jet privé NetJets et plus de 600 intentions d'achat, la demande est au rendez-vous malgré un prix assez élevé. Alors le prix de l'avion, en général, ce sont des secrets bien gardés, mais on va dire pour schématiser, initialement, le prix de l'avion, la version privée, ce sera autour de 10 millions. Il faut bien imaginer qu'un petit peu comme Tesla à ses débuts d'ailleurs, on ne peut pas juste vendre un avion, on est obligé de vendre un avion avec des chargeurs, avec tout un tas de services autour, un service de batterie, de conditionnement, etc. Donc on ne leur vend pas juste un avion, on leur vend plein d'autres choses. Ensuite, évidemment, pour le grand public, quand les différentes plateformes sont équipées, etc., les prix baisseront substantiellement. Alors il y a beaucoup de privés qui sont très intéressés pour avoir les premiers avions. Il y a des numéros, par exemple le numéro 007, tout le monde le veut. Donc les premiers avions, on va dire, sont très prisés. Donc la première année, on va dire, ça va partir vite et 2027 sera plus pour le grand public. Lilium a vendu pour l'instant 10 eVTOL dont la livraison devrait avoir lieu en 2026. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, en région. Et on termine cette émission avec une dernière innovation trouvée sur le salon Ever Monaco. Cette innovation, elle est signée de la start-up GSA. Alors GSA, ça veut dire Green Systems Automotives. Elle propose en fait un boîtier flex-fuel à destination des deux roues, mais pas que. Julien Bonnet, tu vas tout nous expliquer. Oui, en fait, on a rencontré donc les fondateurs de cette petite start-up française qui a développé un concept de boîtier de conversion donc pour les deux roues, motos, scooters, mais aussi des engins de loisirs comme le quad ou des bateaux de plaisance. Boîtier de conversion qu'on trouve habituellement sur les voitures, mais pas forcément sur d'autres véhicules. Non, actuellement, en fait, il n'y a pas d'offre réellement homologuée en fait, disponible pour ces engins-là. Donc, son fondateur, Olivier Barthes, il nous explique l'intérêt de son produit qui a déjà reçu plusieurs trophées au CES de Las Vegas. L'idée, c'est d'avoir créé ceci, qui est un boîtier de conversion qui fonctionne sur les motos, les véhicules loisirs et les bateaux, qui permet de faire fonctionner les moteurs thermiques de ces véhicules avec du biocarburant ou du e-carburant en lieu et place d'un carburant carboné classique, transformant le véhicule ainsi équipé en véritable véhicule polycarburant ou autrement dit flex-fuel. Et nous avons développé cette technologie depuis bientôt 5 ans à Aix-en-Provence pour pouvoir faire profiter aux utilisateurs actuels de deux roues motorisées et de bateaux de plaisance de cette technologie qui est celle des biocarburants, qui réduit de plus de 70% l'impact CO2 et qui réduit de 50% le coût carburant parce que vous avez accès à un carburant qui est détaxé en fonction de ces faibles émissions de CO2. Concrètement, l'utilisation des biocarburants aujourd'hui permet autour de 1 200 € le prix total de la conversion, de pouvoir avoir un gain sur les émissions de CO2 autour de 70%, donc vraiment un point de vue écologique très fort, mais aussi un gain économique, ce qui fait que le retour sur investissement de l'achat de votre véhicule, compte tenu du fait que votre carburant coûte 2 fois moins cher que le carburant classique à la pompe, en 13 à 15 000 km, vous avez rentabilisé votre investissement et vous faites un acte fort pour la planète. Green System Automotive fait rimer écologie et économie. Alors 1 000 à 1 200 €, on est un peu, Julien, sur les mêmes tarifs finalement que ce qu'on retrouve pour les voitures classiques, c'est dans la même gamme de prix. Oui, c'est ça, et actuellement, même si le 85 est un peu plus cher, on va dire que ces derniers temps, et donc il a un peu dépassé cette moitié, on va dire, du prix au litre de son équivalent côté essence, donc le samplon 95, on a toujours quand même un intérêt financier assez attirant à la pompe, et donc ce serait intéressant de voir, enfin, ils sont en train vraiment de mener les démarches pour homologuer ce boîtier, parce que pour l'instant, il n'existe pas vraiment d'homologué pour ces engins-là. Pour pouvoir avoir les questions d'assurance qui fait quand on modifie son moteur, exactement, sur cette route, voilà. que ce soit comme sur un véhicule, on a l'assurance qui fonctionne. Exactement, parce qu'on rappelle, on peut toujours mettre de l'E85 dans son réservoir, mais si on n'a pas fait le boîtier de conversion, on va dire, par un installateur agréé, malheureusement, il n'y a pas de modification de carte grise, donc vous risquez vraiment d'avoir des problèmes avec votre assureur en cas d'accident, par exemple, et surtout, vous n'êtes plus aussi sous les garanties moteurs qui couvrent votre véhicule. Et donc, ce qui est intéressant aussi avec cette start-up, c'est que ce boîtier, elle lui voit aussi une utilisation future aussi dans les avions légers, parce que finalement, il m'expliquait que sur des petits engins, donc ça peut être des ULM, mais vraiment aussi des petits avions légers, on retrouve finalement des motorisations assez proches de celles qui équipent des motos de grosses cylindrées. Donc pourquoi pas bientôt rouler à l'E85 sur son bateau, sa moto, et donc dans les airs avec son avion. Merci beaucoup Julien Bonnet, journaliste auto BFM Business. Les images étaient signées Essia Lacroix sur cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis en route pour demain. Et oui, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve le week-end prochain sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. À bientôt. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.